Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Al Marabia. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Micro Soucoupe. Soyez les bienvenus, je vous rappelle, bien évidemment, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la page YouTube d'Al Marabia. Merci pour votre fidélité. Les élections présidentielles en France arrivent à grands pas, prévues en avril prochain, au printemps prochain. Le premier tour le 10 avril et le deuxième tour le 24 avril. Les Français seront amenés à voter et à élire leur prochain président ou présidente. Parmi les thématiques évoquées par les candidats, notamment de droite et d'extrême droite, mais pas que, on va y revenir, notamment ceux d'Emmanuel Macron actuellement, eh bien, il s'agit de l'immigration et l'Algérie revient souvent dans les débats, et ce, dans un contexte, vous le savez maintenant, depuis plusieurs mois, de tensions entre les deux pays, l'Algérie et la France, même si on peut noter que cette thématique revient et ressort toujours d'une manière aussi forte, et bien cette présidentielle 2022 en France se distingue par la force et la puissance dont les candidats et autres élus mettent l'accent sur l'immigration. À 5 mois de l'échéance, je vous le disais, prévu en avril prochain, les candidats tentent de proposer un programme celui qui correspondrait le mieux, en tout cas aux Français, le plus adapté en fonction de leurs idées, en fonction de leur programme, pour limiter, voire stopper l'arrivée d'étrangers sur le territoire national français. Un objectif, comme on a pu l'entendre il y a 48 heures, on y reviendra tout à l'heure sur BFM TV avec ce débat réunissant la droite, un objectif, décourager l'immigration légale ou pas. Des candidats potentiels promettent publiquement, je cite, de punir pour certains l'Algérie s'ils sont élus. La droite traditionnelle, représentée par notamment le Parti Les Républicains, la course à la candidature bat son plein entre 5 personnages. On va y revenir dans le détail puisqu'ils se sont exprimés à différents niveaux, mais ils gardent le même cap. Toujours moins d'immigration, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti ou encore Philippe Juvin, sans exclure bien évidemment l'extrême droite et sa présidente Marine Le Pen ou encore le polémiste Éric Zemmour et ses sorties qui ne cessent de surprendre, de mettre de l'incompréhension chez les Français, voire de choquer une grande partie de la population. Et comme pour Valérie Pécresse, entre autres, l'Algérie, je vous le disais, est l'un des premiers pays qui lui pose problème. Alors, au sommaire ce soir, avec nos invités, plusieurs questions se posent autour de l'immigration. Pourquoi cette surenchère et donner tant d'importance à l'immigration? Peut-on parler de fonds de commerce et de récupération politique à quelques semaines maintenant de cette échéance présidentielle en France? Les programmes des partis manquent-ils justement de contenu, d'idées, de solutions pour faire face à d'autres problématiques et difficultés auxquelles sont confrontés les Français? L'immigration est-elle un réel danger pour la France? L'immigration est-elle réellement la principale préoccupation première des Français dans leur quotidien, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de chômage, le pouvoir d'achat est aussi difficile en France? L'immigration est-elle la seule issue pour être le premier homme ou la première femme de France à investir? L'Élysée avec nous sur le plateau, le plaisir de les accueillir. Raciste reconnu aussi, Assia Guéchoud. Bonsoir Assia Guéchoud, vous êtes sur Strasbourg, dans l'est de la France. Accueillir. Salam alaikum, Azul Fillaoun. Merci Assia Guéchoud d'être parmi nous. Akli Melouli, élu de la République française, maire adjoint dans le Val-de-Marne, à Bonneuil-sur-Marne précisément. Akli Melouli, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous entends. Bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs. Salam, Azul Fillaoun, enfin bref, vive l'universalité des rapports humains. Merci, une belle entame avec vous. On va revenir sur ces questions puisque vous êtes concerné, vous êtes élu de la République, maire adjoint. Avec nous, Hakim Haddad, militant politique, militant des droits de l'homme. Bonsoir, Hakim Haddad. Voilà, mes collègues en régie donc, me disent que Hakim Haddad va venir nous rejoindre. Lies Djebali, économiste, pareil, militant politique. L'Algérie, droit devant, il est fondateur. Bonsoir, Lies Djebali. Bonsoir Chaban, bonsoir Assia, bonsoir Hakim, bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour votre invitation. Je rejoins votre invité. Nous devons avoir des esprits universalistes et nous sommes des gens universalistes. Voilà.
Parti présidentielle France 2022, 2 points. L'immigration est-elle une fixation? Assez des choses. Je vais commencer par vous. Première question. Comment vous voyez, avant d'entrer dans le débat qui concerne en fait, Excusez-moi, je vous entends. J'ai pas entendu la question, je suis désolée, il y a eu un problème au niveau du son. J'ai pas entendu la question. Je vais réitérer ma question à Sagechout. Avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et avoir un peu vos analyses et vos positions les uns et les autres sur ces candidats, et puis les sorties aussi d'Emmanuel Macron, dernièrement, qui a dit clairement que l'Algérie était dirigée par un système politico-militaire. D'un point de vue général, comment vous définisseriez-vous ces relations tendues, de tension maintenant depuis plusieurs semaines entre la France et l'Algérie? Et je rappelle aux téléspectateurs que pendant 5 ans, bien avant son élection, déjà en 2017, Macron était plutôt là pour redorer le blason de son homologue Abdelmadjid Tebboune à différents niveaux, le respect, des reconnaissances aussi, la restitution de ces 24 crânes dans le cadre de la guerre d'Alger. Enfin bon, voilà, comment vous définisseriez ces relations aussi? Ces relations, moi, je les définis aujourd'hui comme une grande pièce théâtrale, c'est-à-dire que là, c'est vraiment digne de l'hypocrisie de chacun des camps, le camp français et le camp algérien. Le camp français, suite justement à ce climat électoraliste, actuellement, ils appuient là où ça fait mal, ça fait réagir. Et en Algérie, bien entendu, ils essayent de rallier aussi dans un climat électoraliste, comme on le sait, une partie de la population algérienne en jouant sur cette sensibilité française. Donc, on sait très bien que dans les faits, ces relations ne sont pas du tout celles-ci, mais chacun appuie sur ce bouton quand ça l'arrange. Sinon, dans le privé, ça se passe très bien entre eux. Et d'ailleurs, très, très prochainement, les relations vont reprendre de plus belle et on va entendre Macron, le prochain président, saluer la coopération avec le régime algérien, etc. Voilà. La question que je vous poserai par la suite, justement, quel est réellement le jeu derrière ces tensions, ces annonces, ces expressions d'Emmanuel Macron, un peu cette relation, comme je l'appelle souvent, entre Tom et Jerry, à savoir est-ce que c'est de la récupération politique dans cette période électorale. Akli Melouli, rebonsoir, élu de la République française, maire adjoint à la ville de Bonneuil-sur-Marne dans Val-de-Marne. Première question, avant d'avoir votre avis en tant qu'analyste, puis avoir un peu votre vision générale de ces élections présidentielles qui arrivent en France avec tous ces candidats qui font des sorties très particulières sur l'immigration, à croire qu'en France il n'y a pas d'autre problème. Mais avant ça, Akli Melouli, je rappelle que vous êtes d'origine algérienne. Comment vous voyez ces relations aujourd'hui? Est-ce que vous rejoignez assez des choses qui dit que réellement dans le privé, là-haut, tout se passe bien et que c'est peut-être de la diversion ou de la manipulation? Comment vous définisseriez vous aussi ces relations entre la France et l'Algérie? Alors, il faut, si vous voulez, si on veut parler que de la France et de l'Algérie, on peut, mais il faut aussi mettre en place, comment dirais-je, en portrait aussi, parce que je suis à la voiture, je cherche pas le terme, mais bref, il faut mettre aussi les relations avec l'Afrique. En fait, la France a une difficulté aussi, et avec les anciennes colonies en général, pour les appeler comme ça. Mais sur la relation avec la France et l'Algérie, le je t'aime moi non plus, on connaît le mal, moi je ne vais pas qualifier tel ou tel de ceci, mais en fait, le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui on est dans une période électorale, l'Algérie traverse aussi des turbulences, enfin voilà, et chacun étant en train de jouer le rôle, la relation diplomatique, c'est pas une science exacte en réalité, mais il y a un élément quand même que aucun des deux ne peut nier, c'est que de toute façon, il faudra à un moment ou à un autre, comme l'a fait Paris avec Berlin pour construire l'Europe, il faudra que l'axe Paris-Alger fonctionne s'ils veulent être le levier du développement économique à travers la Méditerranée, parce que c'est eux la passerelle pour ce développement économique. Donc, il y a effectivement, elle l'a dit, le privé, enfin les acteurs, mais il y a toujours eu des coopérations, même dans les périodes de tension, les coopérations ne s'arrêtent pas.
il y a eu toujours des chantages aux coopérations. Ceux qui connaissent les relations internationales l'expliqueront mieux que moi. Mais aujourd'hui, effectivement, peut-être que chacun est dans un jeu de rôle. Et puis, vous l'avez dit, on ne peut pas qui ouvre le bal pour le coup. C'est effectivement la situation électorale en France qui fait que aujourd'hui, certains voudraient parler à des nostalgiques de l'Algérie. Il y a un passé qui a du mal à passer globalement avec les anciens pays de la colonie et plus particulièrement avec l'Algérie. Donc il y a une autre crispation. D'ailleurs, quand on parle d'immigration, de migration, mais on va y revenir et je m'arrêterai là-dessus, c'est souvent l'Algérie qui est la cible, et y compris quand on parle de musulmans. Donc il y a quelque chose qu'il faut, qui relève un peu de la psychanalyse parfois. Et puis il y a effectivement des gens ici à qui on veut expliquer que, notamment les nostalgiques de l'Algérie française, qu'effectivement, on lâche pas tout, quoi. Restez avec nous, Aklim Elouli. Je vais me diriger vers Lies Djebali qui est avec nous, hein, qui vit aussi en France et qui s'intéresse à la politique, à l'économie entre ces deux pays. Pareil, d'un point de vue général, en deux, trois petites minutes, maintenant on sait que depuis septembre dernier, Emmanuel Macron avait convié un certain nombre d'Algériens, d'immigrés d'origine algérienne, d'étudiants, de personnes de différents âges, où il a évoqué un certain nombre de choses. Et puis, il a eu ces sorties un peu particulières, on ne va pas y revenir, on en a assez parlé, qui ont fait bondir Alger, le rapatriement, je le rappelle, de l'ambassadeur pour consultation, fermeture notamment de l'espace aérien pour les avions militaires français en direction du Sahel. Lies Djebali, maintenant, au 16 novembre, comment vous définisseriez, pareil, ces relations? Est-ce que réellement, elles sont réellement tendues ou est-ce que réellement, c'est quelque chose qui n'a pas une telle ampleur qu'on puisse le lire ou le voir au quotidien? Les relations franco-algériennes ou les relations algéro-françaises ont été toujours tumultueuses depuis l'indépendance. Donc, l'Algérie, l'extrême droite, a réussi à imposer l'immigration comme thème régalien dans l'élection présidentielle française, dans un contexte de tension entre l'Algérie et la France. Emmanuel Macron, si vous vous rappelez, en 2017, il est passé par Alger avant qu'il se lance ou durant sa campagne pour les élections présidentielles ou avant. Il disait que la colonisation est un crime contre l'humanité. De retour en France, il a eu la foudre des nostalgiques de l'Algérie française. Tout candidat potentiel à l'élection présidentielle française devait passer par Alger pour avoir, entre guillemets, la baraka d'Alger, entre guillemets, c'est tout ce potentiel d'électorat français d'origine algérienne. Voilà, donc l'Algérie, au fait, ça reste un thème vendeur pour l'élection présidentielle. Il y a une surenchère au sein de la classe politique française. Ce qui est ahurissant, j'ai suivi les débats pour la course aux primaires des Républicains. On va, alors je ne sais pas si vous m'entendez, Lies Djebali, mais une minute. Alors, c'est bien que vous aviez contextualisé un peu avec des éléments, notamment les quelques annonces d'Emmanuel Macron sur ces 5 ans, parce que ça se termine. Mais vous, concrètement, est-ce qu'elles existent réellement, ces tensions, les tensions que vivent les hautes instances, je rappelle, des deux États, puisque ça ne change rien au quotidien des Algériens qui, je le rappelle actuellement, sont en train d'essayer de se préoccuper d'avoir de la pomme de terre à la maison en 2021 dans un pays comme l'Algérie. Mais est-ce qu'elles existent réellement, ces tensions? En 1 minute 30, et on va revenir sur la thématique concrète du jour. Oui, rapidement, les tensions, elles existent. Il y a un rapport de force qui s'impose entre les deux parties, mais ça s'auto-équilibre. Le régime d'Alger, moi je dis le régime d'Alger, il a besoin de la France pour se maintenir et pour avoir une vitrine sur le plan international. La France officielle de Macron, elle a besoin du régime aussi pour ses intérêt. Donc, il n'y a pas réellement d'amitié entre eux, comme disait, si on veut reprendre le refrain du général de Gaulle, il n'y a pas d'amitié, il y a des intérêts. C'est une façade, mais au fond, il y a une partie du régime d'Alger qui approuve quand même, qui est pro-français. Il faut savoir, il y a une partie du régime
on va dire, 2 clans militaires ou 3 clans militaires. Il y a une partie du clan militaire qui approuve ou qui est pro-française, l'autre partie qui est pro-russe ou pro-chinoise. Donc, c'est la raison pour laquelle on voit ces bisbis, ces querelles tumultueuses sur la façade, surtout quand Macron, c'est-à-dire avec une déclaration, la négation de la nation algérienne, qui a suscité la colère du peuple algérien, à la fois en fait pour titiller le régime et à la fois aussi pour s'imposer et pour dire voilà qu'on existe et il va falloir redéfinir les cartes. Donc, pour finir rapidement, les tensions existent, mais c'est des tensions de façade. Je rejoins Essia quand elle dit les relations vont reprendre parce qu'il y a un rapport de force qui va s'imposer et la réalité va revenir sur le long terme ou sur le court terme ou sur le moyen terme. Les relations vont reprendre de plus belle. Voilà. Justement, Assia Guéchoud, je vais revenir vers vous. Assia Guéchoud, alors je vais revenir sur une note notamment du Conseil d'analyse économique. Les auteurs de cette note, ce sont les économistes Emmanuel Auriol et Hillel Rapoport précisément. Voilà ce que dit ce rapport. Elle montre que l'immigration régulière en France est souvent peu qualifiée, peu diversifiée et peu nombreuse. Or, l'arrivée d'immigrés qualifiés a des effets positifs, notamment sur l'économie. Voilà ce que dit aussi ce rapport. L'immigration se conjugue au pluriel à différents niveaux économiques, familial, humanitaire. Je vais les citer et je vais vous donner la parole. Le débat public sur l'immigration est dominé par les questions identitaires et sécuritaires. Et quand l'angle économique est abordé, seuls les aspects de court terme en matière d'emploi et de finances publiques sont évoqués. Assia Guéchoud, avant de rentrer encore une fois un peu dans cette campagne présidentielle, est-ce que l'immigration, c'est réellement un problème en France? Est-ce que c'est réellement un danger aujourd'hui pour les Français? Alors, ce que je peux dire, Chaban, c'est que l'Élysée et le régime algérien, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont la faculté de se trouver des boucs émissaires quand ils veulent fuir leurs responsabilités. Le problème en France, ce n'est pas l'immigration. D'ailleurs, d'après l'OCDE, en 2019, il y a eu 292 000 émigrés arrivés en France, ce qui est très peu finalement. C'est 0,41% de la population française, contre 0,85% en moyenne en Europe. Donc, les résidents en France nés à l'étranger sont de 8,4 millions, ce qui représente 10,2% de la population, alors qu'en Allemagne, c'est 16,1% de la population allemande et 21% au Canada. Donc, c'est une moyenne européenne de 13,6%. Donc, la France avec 10,2% est loin des chiffres. Voilà. Donc, la plupart du temps, ils avancent des chiffres qui sont totalement faux et erronés simplement pour alimenter le débat, parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui est vendeur, que ce soit sur CNews ou certaines chaînes polémiques. Voilà. Mais le sujet de préoccupation des Français aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration. Le sujet qui préoccupe les Français, c'est le pouvoir d'achat, le chômage et la sécurité. Les sondages sont clairs. Donc aujourd'hui, l'immigration ne pose pas problème en France. Si on revient vraiment sur une analyse critique de la situation, on voit que l'immigration a apporté énormément à ce pays, et ce depuis 1945. La France a eu recours à l'immigration à différentes périodes pour ses propres intérêts, que ce soit pour reconstruire la France ou à un moment donné, pour des besoins bien précis, sachant qu'aujourd'hui, par exemple, dans les hôpitaux français, les internes sont en grande majorité d'origine étrangère. Donc, c'est tout de même des personnes qui sont utiles au pays. Moi, je ne pense pas, pour répondre à ta question, Charben, et je ne le pense réellement pas, que l'immigration soit un problème. Le problème de la France aujourd'hui et la préoccupation des Français, bien entendu, c'est le pouvoir d'achat et la sécurité. La sécurité, quand on parle de sécurité, on parle des banlieues. Et là, on ne parle pas d'immigration. On parle de la 4e, voire 5e génération d'enfants nés en France qui sont français, qui ne sont pas des immigrés. Ils sont français. Ils sont peut-être issus de l'immigration, mais ils sont français.
à 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces enfants-là font partie de la France. La plupart du temps, ils ne retournent pas dans le pays d'origine de leurs parents. Et c'est cette problématique que la France ne peut pas regarder en face, toutes ces banlieues, toutes ces personnes qui sont parquées dans des ensembles en béton, loin des regards et qui sont victimes d'inégalités, de discrimination, etc. Ça, c'est le réel problème de la France. Mais on préfère parler d'immigration pour ne pas regarder les vraies problématiques auxquelles fait face la France. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Mais je pense réellement pas que l'immigration soit le problème. Les chiffres sont là. Hein. Voilà, c'est pas moi qui les invente. Ils sont publiés. Tout le monde peut les retrouver sur Internet. Voilà, dans les journaux, il n'y a aucun souci. Restez avec nous à Guéchoud, je reviendrai vers vous justement. Quelle est la stratégie de tous ces candidats qui s'annoncent aux élections présidentielles en évoquant justement la thématique de l'immigration? C'est bien d'avoir rappelé alors à cette question, l'immigration en France est-elle plus importante qu'ailleurs? Donc l'OCDE nous dit clairement faux. Vous venez de l'annoncer à Guéchoud qu'en 2019, 292 000 immigrés arrivaient en France, soit 0,41% de la population contre 0,85% dans d'autres pays d'Europe. Akli Melouli, merci d'être là. Vous m'entendez toujours? Merci, Monsieur Charbat, je vous entends toujours. Vous m'entendez? Très bien. Vous me voyez très bien. Vous avez un parcours, alors on se connaît bien sûr, vous avez un beau parcours de réussite à plusieurs niveaux qu'on peut retrouver sur le web. C'est parce que vous êtes issu de l'immigration. Bon, je connais en gros votre réponse, mais pourquoi cette immigration fait-elle peur? Est-ce qu'elle fait réellement peur d'abord, cette immigration? Et d'ailleurs, comment vous la qualifiez, vous qui êtes aussi issu de l'immigration, comment vous la qualifiez? Qu'est-ce que l'immigration réellement, indépendamment de ce que peut nous annoncer et définir tous ces partis, notamment de droite ou d'extrême droite? Alors moi, je vais surtout pas des chiffres tout à l'heure, juste pour conclure sur ce qu'elle avait dit pour la transition. Et c'est important quand même de remettre aussi, je parlais tout à l'heure sur justement la question d'Algérie, la mise en perspective avec l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, la France est en train de perdre de la vitesse en Afrique et l'Algérie est un des leviers quand même pour l'Afrique, avec l'Afrique du Sud. Parce que si on ne dit pas toutes les choses aux gens, si vous voulez, qu'on ne comprend pas. Donc c'est la même chose pour la question migratoire, parce que moi je ne parle pas d'immigration, je parle de la question migratoire, parce que les mots ont un sens. Aujourd'hui, c'est quoi qui fait l'immigration? Qu'est-ce qui fait bouger les peuples? Il y a deux éléments importants, la crise sociale et la crise climatique. Donc en fait, c'est pas des problèmes, la question migratoire, elle est devant nous. Elle est devant nous pour ces différentes raisons. Mais aujourd'hui, pourquoi effectivement les gens utilisent un bouc émissaire? C'est pas la même chose que la question migratoire, qui est une question centrale, importante. Le monde de demain, c'est important. Mais là, ils ne le posent pas comme un élément de débat et de mise en perspective du monde de demain. Ils le posent comme un élément problématique. Et d'ailleurs, les immigrés, en réalité, ne posent pas de problème. Il y a des personnes qui posent des problèmes, c'est sur 1 ou 2%, y compris, madame a parlé des quartiers populaires, moi qui suis élu, dans les quartiers populaires, malgré les difficultés sociales, le pouvoir d'achat qui est faible et les difficultés qu'ils rencontrent, les discriminations, etc., c'est 0,0x% ou un maximum 1% de personnes qui posent problème. Mais ils posent problème à la République, comme dans d'autres quartiers, il y a des gens qui posent problème. La délinquance n'est pas l'apanage des quartiers populaires. Il y a des délinquants dans tous les quartiers de France et de Navarre. Donc il faut faire attention, nous aussi, à ne pas stigmatiser davantage les gens. Et l'autre élément, on est en train d'expliquer, de faire peur aux gens en disant que l'insécurité, ça vient d'ailleurs, l'insécurité, c'est un sentiment, c'est pas un phénomène quantifiable. La sécurité est quantifiable. Elle vient de l'immigration. Il y a quand même des clichés. Aujourd'hui, on est en train de mettre des clichés et on voudrait apporter des réponses rationnelles à des clichés. Il n'y a pas de truc. D'ailleurs, on dit que les immigrés prennent le travail des Français. Souvent, d'ailleurs, ils l'utilisent en disant, puisqu'il n'y a plus de boulot, on va priorité aux Français. Je suis désolé, mais la crise sanitaire qu'on a traversée, parce qu'il y a aussi cette crise-là,
a démontré que là où il y avait des travaux des champs, où la communauté marocaine et d'autres de l'Est venaient en masse ramasser les trucs, quand ils n'ont pas pu venir à cause de la crise sanitaire, le gouvernement a pas arrêté de faire des appels pour que les gens y aillent. Les gens n'y ont pas été. Donc en fait, en réalité, la France va avoir besoin d'émigrés, de gens qui vont venir travailler, parce que certains travaux, les gens ne veulent pas les faire, dans la restauration, etc. Ça, c'est la réalité. Et donc, quand les gens vous disent immigration zéro, ils sont en train de mentir aux Français. Ils sont en train d'agiter les peurs des Français. Et la meilleure peur, c'est aussi de faire un mix avec le passé colonial. Vous voyez, le cocktail détonnant, vous connaissez, plus vous ajoutez d'ingrédients, plus les gens n'y comprennent rien et plus ça explose. Et le pire, c'est que la droite républicaine s'est engouffrée. Les gens parlaient de la personne disait tout à l'heure qu'elle avait suivi le débat des Républicains. Je l'ai suivi. C'était une surenchère. C'était d'une bassesse humaine, c'est-à-dire que les gens ont perdu leur humanisme. Dès qu'ils se lâchent, on voit que l'humanité n'est plus la priorité de ces personnes. Et donc, ça devient inquiétant que ce soit les fachos qui viennent mettre sur la table cette question-là, c'est une chose. Mais quand c'est des gens qui se disent républicains, on peut ne pas être d'accord sur les modèles, mais on doit au moins avoir l'honnêteté intellectuelle. Hakim Elouli, est-ce que je peux vous garder encore quelques minutes? Je ne sais pas, je sais que vous étiez aussi pris. Non, mais je vais rester pour le plaisir parce qu'on se connaît et puis ça me permet d'écouter nos autres intervenants qui m'enrichissent. Merci, et puis c'est surtout, c'est bien pour l'enrichissement mutuel, mais c'est aussi surtout que vos analyses aux uns et aux autres, ça apporte toujours effectivement de la réflexion, du débat, des interrogations à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Je vais saluer Hakim Haddad qui vient nous rejoindre il y a déjà quelques minutes. Hakim Haddad, bonjour. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Azul, salam alaikum. Bonsoir. Merci de l'invitation. Merci. Vous avez un petit peu de temps de retard sur les autres. Vous allez justement prendre la parole. Cette immigration, elle est là maintenant sur la table depuis plusieurs années. C'est clair qu'on le dit clairement. Les analyses le disent. Par exemple, sur cette analyse dont je parlais tout à l'heure, et puis l'OCDE, la France accueille-t-elle beaucoup d'immigrés qualifiés? Donc là, c'est faux parce qu'il y a un vrai travail derrière, mais c'est aussi une immigration qui apporte réellement dans l'éducation, dans un certain nombre de domaines d'activité. C'est aussi une immigration, positive. Un mot sur cette immigration, et puis j'aimerais aussi avoir votre avis, puisque c'est la prochaine question que je vais poser aux autres invités. Pourquoi ces hommes et ces femmes politiques en font quelque part, peut-être, c'est une question, leur fond de commerce, puisqu'on n'entend que ça aujourd'hui? Merci de l'invitation, de ce débat. Je suis vraiment très content, très satisfait que la chaîne Maralebia porte, entre autres, et partage avec les téléspectateurs, ses auditeurs. Hakim Haddad, on va essayer de vous rappeler. On va essayer de vous rappeler. On a un petit souci de connexion. On a encore le temps. Il est dit 19h10. Louis Dibali, vous êtes avec nous toujours. Tout à l'heure, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai suivi le débat entre les candidats potentiels pour les Républicains. Avant de garder la parole, mais juste avant, je voudrais contextualiser un petit peu ces éléments de débat dont on va parler maintenant. Alors, ça concerne, c'est un débat donc qui a eu lieu maintenant il y a 48 heures, dimanche dernier précisément, sur BFM TV et RMC nos confrères. Il faut savoir que sur 173 minutes de débat entre ces 5 candidats, eh bien 101 minutes ont été consacrées à l'immigration. Voilà ce que dit Xavier Bertrand. Il a promis, donc s'il est élu, de faire en sorte que les dirigeants algériens respectent la France. Il a prôné notamment une baisse de l'immigration de travail, d'études et familiales de 30, 50 et 2 tiers en pourcentage. Michel Barnier, qui est aussi, je rappelle, en lice, ça sera les primaires des Républicains. Ce ne sont pas 5 candidats, mais il y aura une élection parmi ces 5 candidats. Et celui qui sera élu parmi tous les sympathisants de la République, des Républicains, sera candidat aux élections présidentielles. Michel Barnier veut un moratoire sur l'immigration. Éric Ciotti, donc, qui est élu notamment
dans le cadre du côté de la Côte d'Azur, dans le sud-est de la France, propose de supprimer le regroupement familial et de mettre en place un processus d'intégration de 10 ans avant la naturalisation. Philippe Juvin, lui, songe à la suspension de la Convention européenne des droits de l'homme, pour vous dire un peu où en sont les propositions. Valérie Pécresse est allée encore plus loin dans ses propositions. Je cite, annulation du droit du sol automatique pour les enfants nés en France et appliquer l'immigration zéro. Des quotas migratoires seront votés par le Parlement et elle s'exprime clairement en disant qu'elle fera dans un premier temps donc des visas, notamment pour les Algériens, donc à hauteur de 3 mois, dit-elle. On le gravera dans le marbre des traités avec des pays qui posent vraiment problème. Et elle a cité l'Algérie. Pour citer aussi d'autres élus, alors voilà ce qu'a annoncé Anne Hidalgo, et je pense qu'Aslimé Louli s'en réjouit et il pourra en dire 2 mots. Voilà ce qu'a dit la maire de Paris, qui est candidate au Parti socialiste. Sans ces femmes et ces hommes issus de l'immigration, la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle l'a annoncé le 25 octobre dernier. Voilà, je voulais quand même contextualiser un petit peu. Et puis Emmanuel Macron, vous l'avez compris, un peu ses sorties. Et puis Éric Zemmour, je crois qu'on en parle assez, notamment. Évitons de donner des prénoms originaires voilà, d'un autre monde à ces enfants qui sont nés notamment en France. Yael Djebali, c'est à vous. De cette surenchère de cette surenchère sur l'immigration. Comme je te disais tout à l'heure, Chaben, j'ai suivi le débat des Républicains. Moi, ce qui m'a choqué, parce que j'ai écouté avec attention Xavier Bertrand qui qui veut vraiment faire respecter la France en imposant aux dirigeants algériens. J'ai pas compris, c'est-à-dire en réduisant le nombre des visas de famille, de visites familiales, intellectuelles, touristiques, enfin la totale. Après, vous avez peut-être Michel Bernier, pour moi, un peu un moratoire à la rigueur. Oui, mais ce qui m'a choqué, c'est Valérie Pécresse, en fait. Elle lie à la fois l'immigration, l'islamisme et le terrorisme. Et pour justifier tout cela, elle dit, il y a la preuve, il y a 20% d'étrangers qui sont en prison. C'est-à-dire que l'immigration, elle est liée à l'islamisme, elle est liée au terrorisme, et voire l'immigration, elle est liée à l'insécurité. C'est-à-dire, c'est comme si l'insécurité en France, elle était liée à l'immigration. Là, on voit une surenchère sans nom au sein de la droite classique française. Donc, je disais que l'extrême droite et la droite qui suit, ils ont réussi à imposer l'immigration comme thème régalien. Nous savons très bien l'apport de cette immigration, notamment l'immigration algérienne dans les années 30 et après la Seconde Guerre mondiale en 1945. Donc, l'apport de cette immigration, allez dans tous les hôpitaux de France, vous allez trouver des médecins, certes, qui ont le titre de FFI, fonction de faisant interne, mais qui contribuent grandement à l'économie française. Dans l'éducation nationale, vous avez des maîtres auxiliaires, des contractuels qui sont d'origine algérienne, qui exercent et qui enseignent dans toutes les disciplines, aussi bien dans les disciplines déficitaires comme les mathématiques, la physique, la chimie, même des disciplines littéraires comme le français, l'anglais, l'espagnol. Donc on voit bien que l'apport de l'immigration, elle apporte beaucoup dans l'économie française. Et je dirais, c'est quoi le problème majeur de... Je ne sais pas si vous m'entendez. Gardez la parole et puis ça sera directement après, puisque j'ai fait les lancements et j'ai contextualisé. Je crois, si je ne me trompe pas, c'est Bernard Tapie qui disait que si toutes les personnes étrangères ou originaires de l'immigration s'arrêtaient pendant 15 jours, il faudrait voir l'état de la France. Toutes ces femmes et ces hommes politiques qui sont sur le terrain tout de même, qu'on vote pour eux ou pas, qu'on soit partisans ou non partisans de leur programme, ce sont des personnes qui sont en France, qui vivent en France, donc en Europe, et ils sont conscients qu'aujourd'hui, d'abord, cette immigration, elle apporte réellement, qu'elle n'est pas aussi nombreuse, et puis qui est là, et qui ne peut être que là, car on est en 2021, les frontières s'ouvrent, on vit dans un autre monde. Pourquoi de telles sorties, de telles annonces, alors qu'on sait très bien
que si on suit leurs propositions, bien sûr, c'est peine perdue. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est d'aller chez l'électorat, c'est de la récupération politique, c'est de l'incompétence d'idées de programme et on n'a rien dans ces partis-là aussi, on n'a rien pour convaincre l'électorat parce que Assia Guéchoud parlait notamment du pouvoir d'achat, du chômage, entre autres. Moi, je dirais la preuve, au fait, sur 173 minutes, 101 minutes ont été consacrées aux questions d'immigration et de sécurité lors du deuxième débat, c'est-à-dire l'écologie, la transition, parce que la France, elle n'est pas encore en transition écologique. L'écologie ne figurait pas dans le programme, c'est-à-dire l'écologie qui est le moteur, c'est-à-dire le fer de lance de l'économie française. Sur le long terme, il a été écarté, évincé, et on a préféré, on a privilégié la question d'immigration et de sécurité. Pourquoi? Parce que ça fait vendre, parce que c'est vendeur, parce qu'il faut récupérer l'électorat, parce que la preuve, ce deuxième débat, il a suscité l'adhésion de 7000 nouveaux adhérents au sein des Républicains. 7000 nouveaux adhérents. Vous avez la grande organisation des Alpes-Maritimes, il y a pas mal d'adhésions, en Savoie, partout. Tout ça parce qu'on sait que cette thématique, c'est un thème régalien finalement, c'est pour à son usage, c'est la récupération, au fait, on le présente en tant que problème finalement. C'est ça. Restez avec nous, on va donner, alors apparemment on a retrouvé Hakim Haddad par téléphone cette fois-ci. Hakim Haddad, est-ce que vous m'entendez? J'espère qu'on va pouvoir vous entendre quelques minutes, au moins ce soir. Merci à vous, oui, vous m'avez jamais totalement perdu, le Marale Biya. Donc je suis avec vous, oui, et j'espère pour plus que quelques minutes. Merci pour votre fidélité. Vous avez la parole, donc cette immigration, elle est tout de même positive. D'après les chiffres, elle n'est pas si nombreuse. Et puis, un troisième volet pour vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière toutes ces annonces? On est en 2021, ce sont des annonces qui tombent à l'extrême, qui même sont parfois totalement utopiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces annonces? Est-ce que c'est vraiment l'envie d'investir l'Élysée au mois d'avril pour tous ces candidats et ces candidates? D'abord, merci, je le disais tout à l'heure, merci à Marale Biya, sincèrement, d'organiser un débat et d'organiser un débat dont le sujet est EST, la question électorale en France en rapport avec l'immigration et l'Algérie. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas que de la question franco-française entre eux, c'est aussi, ça nous touche en Afrique et bien évidemment en Algérie. Donc, merci pour cette initiative. Sur la question de l'immigration, d'abord, beaucoup de choses ont été dites. J'écoute depuis presque une trentaine, quarantaine de minutes. Beaucoup de vos intervenantes et intervenants ont donné de justes propos et de justes paroles de mon point de vue. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Moi, je ne vais pas trop m'attarder sur ce qui est dit par certains et encore plus les citer et encore plus dire, on sait les graves propos qui sont dits ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais d'abord, la première des choses composée en deux mon temps de parole, pardon. C'est d'abord la question de l'immigration. Alors, comme vous l'ont dit Assia Guéchoud tout à l'heure et Hakim Louli, et ce sur quoi tous nous sommes d'accord, d'abord, la France a toujours eu des immigrés, a toujours reçu des immigrés, pas que depuis 1945, bien évidemment encore plus depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais de toujours, que ce soit pour se construire ou construire ce pays, la France en l'occurrence, ou que ce soit pour faire la guerre au nom de ce pays, etc. Et ça remonte même jusqu'à 1800, enfin depuis le début des colonies. Donc elle a toujours eu besoin d'une manière ou d'une autre de l'apport des autres qui en l'occurrence, auparavant en tout cas, dont elle était le colonisateur. Donc, il y a toujours eu. Et ensuite, après les indépendances, elle a continué, donc effectivement, à en avoir besoin comme main-d'œuvre. Et aujourd'hui, elle continue à en avoir besoin. Donc, tout ça pour dire, la France est
un pays d'immigration. La France est un pays qui a régulièrement, comme l'Europe, comme le monde occidental de manière générale, et toutes les études, puisqu'on aime bien parler des études, toutes les études, et depuis des dizaines d'années, le montrent. L'Europe, le monde occidental, a pour son économie toujours besoin de plus de centaines de milliers de personnes qui arriveraient. Il y a des pays qui le reconnaissent et qui l'assument, le cas du Canada par exemple, et il y a beaucoup de pays comme la France qui n'arrivent pas ou qui ne veulent pas plus exactement le reconnaître. Donc, bien évidemment que les immigrés et que leurs descendants, qui ne sont plus des immigrés mais qui sont français, bien évidemment bénéficient à la France, à son économie, à son essor, à sa vie de manière générale, et ça, personne ne peut le contredire, ni la droite, ni l'extrême droite, ni, et j'y reviendrai également, certains qui de la gauche, parce qu'on pointe souvent la droite et l'extrême droite, et j'allais dire presque qu'ils sont dans leur rôle, mais quand ça vient de la gauche, ça fait beaucoup plus mal, mais j'y reviendrai. Donc voilà, il y a la question de l'immigration de manière générale, et que c'est vrai que c'est une question qui n'a jamais pu être prise à bras-le-corps par à bras-le-corps, je ne parle pas du saupoudrage par-ci, par-là, par les différents présidents de la Ve République, parce que moi, je ne parle pas que de l'époque de Macron, je ne parle pas que de l'époque de son prédécesseur, mais de tous les présidents de la Ve République, ça n'a jamais été véritablement pris à bras-le-corps en disant « oui, nous acceptons le temps nous prenons et nous acceptons que la France soit un pays qui ait besoin de l'immigré, de l'immigration, et donc nous assumons avec tant de chiffres, avec tant de chiffres par an, tant de personnes qui seraient acceptées par an, le fait que des gens viennent chez nous. Ils le font, j'allais dire, non officiellement, et ils ne veulent pas le reconnaître officiellement. Donc d'abord, il y a une question, et ça remonte, c'est une partie de la réponse, ça remonte à chaque fois, bien évidemment, à la surface. De plus en plus, je le conçois, et encore plus à cette campagne électorale, ça remonte à la surface à chaque fois lors des campagnes électorales, et en particulier les campagnes électorales présidentielles ou législatives. La question de l'immigration et la question de l'immigration ressort à chaque fois parce qu'elle n'est jamais traitée sur le fond par les différents présidents, les différents gouvernements. Deuxième chose que je voudrais lier à cette question, c'est aussi une question liée à ça a été dit tout à l'heure par des intervenants, en tout cas il y a fait une allusion, c'est aussi un rapport de la France à ses anciennes colonies d'une manière générale et à l'Algérie de manière particulière. Il y a une histoire particulière et spécifique avec l'Algérie qui, en France, comme en Algérie, nous pourrons en discuter également, mais en France, n'est jamais passée, n'a jamais été avalée. La perte de l'Algérie, le fait d'abord, donc les caciques, les nostalgiques de la France-Algérie, etc., sont encore en action. Deuxième chose, la question des rapatriés, comme on les appelle à juste ou à mauvais titre, les rapatriés qui sont venus d'Algérie en 62, les pieds noirs, les juifs, les harkis, etc., n'a jamais été sérieusement pris à bras-le-corps dans une politique sérieuse, globale, par la France. Et donc, il y a du ressenti. De la part de ces gens-là qui forment malheureusement, j'en suis bien désolé, mais malheureusement un bastion fort du camp du racisme, de l'extrême droite et de la droite qu'on appelle la droite dure. Voilà. Parce que ce sont ils sont pleins de ressentiment sur la question, parce que la question algérienne, la question de la perte pour eux de l'Algérie n'a jamais été véritablement traitée. Et même si M. Macron fait ces derniers, j'essaie de le plus bref possible, mais fait du saupoudrage ces derniers mois, eh ben, on est loin du compte. Donc, il y a en fait la question de l'immigration de manière générale. Ça veut dire que la France devrait s'honorer en disant, comme le fait le Canada, nous avons besoin chaque année de tant de personnes et que nous l'assumons et que ce soit assumé par la droite comme par la gauche. Malheureusement, ce n'est pas fait. Je reviens vers vous, madame, un instant, mais voilà, c'est important aussi de vous écouter car vous venez de nous rejoindre en tout cas dans votre première intervention. Akli Melouli, on est content de vous avoir car vous êtes en première pole position car vous êtes élu. De Bonneuil sur Marne, bon, si je ne me trompe pas, vous êtes au Parti Socialiste, comme Anne Hidalgo, bon, qui s'est exprimée vraiment en faveur de
de l'immigration. Pourquoi c'est peut-être pas un acharnement, mais en tout cas régulièrement c'est récurrent. On évoque effectivement beaucoup l'Algérie, alors que les autres pays du Maghreb sont concernés comme le Maroc et la Tunisie. Et puis encore une fois, l'immigration aussi, c'est d'autres pays d'Europe. On sait qu'il y a une forte communauté portugaise en France par exemple, italienne ou d'autres pays d'Europe. Donc première question. Et une autre réaction, Akli Melouli, qu'est-ce qu'il y a derrière, sans leur faire de publicité si vous le souhaitez, c'est ce qu'avait vient de dire Hakim Haddad, mais c'est bien d'éveiller les consciences, peut-être en expliquant que ce n'est pas réellement l'immigration qui fait peur et qui n'est peut-être pas une priorité pour les Français au mois d'avril prochain, car c'est la thématique aussi de cette soirée. Alors, moi, je vais vous dire, moi, je suis élu local, donc je vois les gens. Les gens, moi, quand ils me parlent de leur fin de mois. Et donc, ils parlent de la fin du mois, de leur portefeuille qui est vide le 15 du mois, du frigo qui se vide très vite, des coûts flambants de l'énergie, etc. Enfin bref, ce qui permet aux gens de mieux vivre et de vivre dans la dignité. Ils s'inquiètent aussi de leurs voisins, il y a de la solidarité, ça aussi, et quelle que soit l'origine, ça c'est leur préoccupation. Sauf que faites un parallèle, puisqu'on aime bien faire des parallèles avec l'Allemagne. L'Allemagne a eu des élections précédemment. La question de l'immigration n'est pas venue sur le tapis. C'est-à-dire qu'ils ont parlé des problèmes que les Allemands avaient de pouvoir d'achat, etc. Quand on a une classe politique qui n'a rien à proposer, bien sûr qu'il est plus facile dans les boucs émissaires. C'est un peu aussi lié à nos médias. Nos médias, ils font de l'actualité avec des faits divers. Et donc, on n'est plus dans le débat de fond, le débat politique. On est dans la caricature, dans le stigmate et dans l'agitation des peurs. Parce que les gens, d'ailleurs, se revendiquent pour certains journalistes. Enfin, en termes de journalisme, ils invitent toujours les mêmes personnes et ils font toujours les mêmes débats. Donc, à un moment donné, la diversité, la pluralité de l'information peut nous interroger. L'autre élément, les gens vous disent, et vous l'avez dit, j'ai entendu des candidats qui disent, à l'investiture ou au truc, qui disent immigration zéro, mais on va mettre des quotas. Mais si on met des quotas, c'est pas l'immigration zéro. Donc, ils se contredisent dans les mêmes parce qu'en fait, ils n'ont pas de colonne vertébrale. Donc, ils essayent, c'est papier tu mouches, où on essaye de faire, je vous ai dit, des cocktails explosifs, on met un peu de tout, de la sécurité, de l'insécurité. Plus ça fait peur, plus ça marche, et les gens se disent, et il y a des gens, ils ont jamais vu un immigré, je rigole, mais en disant, mais ils deviennent racistes à force de regarder la télé. Ça existe aussi. Donc, à un moment donné, ça c'est aussi une chose. Oui, et je finirai sur Anne Hidalgo. Oui. Allô? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? C'est de créer de la division, de créer vraiment des tensions entre les différentes classes sociales, entre les différentes régions, parce qu'on sait très bien aussi que l'immigration, les immigrés notamment qui arrivent, effectivement, il y en a beaucoup plus côté urbain que rural. Mais qu'est-ce qu'il y a réellement derrière? C'est, à part peut-être le pouvoir, c'est quoi? C'est de créer des tensions, des divisions, des choses quand même assez... Non, mais vous l'avez dit, comment on essaie de travailler avec les sondages? La réponse est dans votre question. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se demande en fait, où ils veulent en venir. Parce que, d'ailleurs, en plus, ils vous disent au nom de la République. Mais la République, c'est quand même trois valeurs. Il y a la Constitution, mais c'est la liberté. Donc, c'est la liberté, y compris de conscience. Là, il va falloir que ça interroge. Ils vont vous parler de l'égalité. Alors, ils en parlent très peu parce que l'égalité, c'est une garantie de l'État et on ne peut pas dire qu'elle soit au rendez-vous partout dans tous les territoires de la France. Donc, il y a un petit souci, y compris avec les enfants, parce que d'ailleurs, ils font des amalgames entre les Français de deuxième, troisième, quatrième génération, etc., et l'immigration. Souvent, l'amalgame est fait, et donc on ne comprend pas de quoi ils parlent. C'est qu'à un moment donné, vous savez bien, quand vous ne posez pas les clés du débat correctement, vous avez forcément une chouchouka, et c'est ce qu'ils nous font. Et l'autre élément aussi qui est quand même assez, et c'est ça que vous dites où ils veulent aller, tout ça, c'est qu'à un moment donné, ils maîtrisent même pas les concepts. Et le dernier, c'est la fraternité. La fraternité, c'est la bienveillance les uns à l'égard des autres. Quand vous prenez la haine, vous n'êtes plus dans la bienveillance. Donc en fait, ils bafouent les valeurs qu'ils sont censés défendre. Et ils se disent républicains comme si que ça occultait le débat. Et après, la laïcité, ils en ont fait une religion. La laïcité, c'est le ciment du vivre ensemble. C'est pas une religion. Et ça n'empêche pas les gens de ne pas croire. Et là, ils disent, je suis laïque.
Non, l'État est laïque, le cadre est laïque. Toi, tu es soit croyant, soit non-croyant, soit agnostique, soit ce que tu veux. Mais c'est pas une religion. Et donc, ils ont fait de la laïcité, y compris une religion. Donc, ça veut dire que ça montre la faiblesse de la compréhension politique et des concepts. Et donc, on est en train de manier, effectivement, les peurs pour essayer de... Et puis, c'est plus facile en 30 secondes d'agiter des peurs parce que les gens ne s'interrogent pas. Vous savez, c'est quand vous dites oui aux gens, par exemple, les gens ne vous posent pas de questions. Oui, ça avance. Vous dites non, ils cherchent à comprendre pourquoi. Eh ben, on est dans les mêmes trucs de débat, c'est-à-dire qu'en fait, on ne pose pas de débat parce qu'en fait, ils n'apportent pas de réponse. Quand les gens vous disent, et je le dis, quand les gens vous disent, on va à l'immigration zéro, on va mettre des quotas, les quotas, c'est pas l'immigration zéro. Après, on peut être d'accord sur les quotas, sur les modalités. En plus, aujourd'hui, on parle de migration qualifiée. Mais ce dont les gens ont besoin aujourd'hui, c'est pas que d'immigration qualifiée. Ils ont besoin de gens qui travaillent dans les restaurants. Ils le disent au quotidien. Moi, je croise des gens. Donc, je me demande si on vit dans la même France qu'eux, ou alors ils ont une France mythifiée. C'est des gens qui sont, et à qui me le disait tout à l'heure, ils sont dans une nostalgie d'une France dépassée. Parce que là aussi, et là, pour le coup, je m'en félicite. Je suis pas toujours, moi je dis les choses, y compris quand elles viennent de mon camp, et surtout quand elles viennent de mon camp. Mais Anne Hidalgo, on ne peut pas lui refaire ce reproche. Je connais Anne dans d'autres endroits, c'est-à-dire que ce qu'elle dit en on, elle le dit en off. C'est quelqu'un qui sait d'où elle vient. Sa sœur aussi est engagée sur la question des réfugiés et des migrants. C'est pas des gens, et elle sait très bien le rôle qu'a joué l'immigration dans la construction de la France. Donc ce qu'elle dit, elle le dit pas par bon sentiment supplémentaire. C'est parce que je sais qu'elle est convaincue de ce qu'elle dit. On peut avoir des désaccords avec elle, c'est pas le sujet. Mais au moins, je trouve que ça l'honore, ça honore aussi Mélenchon, de ne pas tomber dans le caniveau de ces débats, voilà, de la bassesse. Et moi, je veux conclure. C'est pas du tout. Alors, c'est vrai que vous, du côté de la gauche, pour l'instant, ça a toujours été d'ailleurs. C'est vrai que l'immigration, c'est plutôt quelque chose de positif. Il est 19h33, donc je vais peut-être aussi clôturer avec vous car les trois autres invités vont intervenir derrière. 2 minutes avant de vous libérer, Aklim Elouli, on parle beaucoup de la responsabilité des hommes et des femmes politiques du côté de l'Algérie, bien sûr, sur parfois leur responsabilité ou leur irresponsabilité quant à gérer les pluies diluviennes. Ce ne sont que des pluies diluviennes qui génèrent malheureusement encore, il y a des morts en 48 heures, enfin la Covid, les feux, etc. Est-ce que là, il y a aussi une irresponsabilité des hommes et des femmes politiques en France, et est-ce qu'aujourd'hui, il reste réellement des politiques telles que la France a pu en connaître il y a quelques années? Est-ce que ce ne sont pas, comme on peut lire sur les réseaux sociaux, des pantins qui arrivent comme ça en disant l'Élysée m'intéresse et je balance, donc je suis irresponsable? Pas du tout, pas du tout. Détrompez-vous, c'est des gens qui sont pas irresponsables, c'est des gens qui sont pas certains compétents, mais et je modère mon propos parce qu'il y en a des compétents quand même. Non, c'est-à-dire qu'en fait, ils parlent à un électorat, ils ont un segment électoral, ils savent que les jeunes ou les gens des quartiers populaires ne vont pas voter alors qu'ils s'adressent à la politique, et donc ils ne leur parlent plus. Donc la responsabilité aussi, elle est des citoyens qui ne vont pas voter. Parce que ça aussi, on entend, vraiment, je vous fais réagir là-dessus, et puis on vous a pas non plus souvent, et je pense que mes autres invités vont le comprendre aussi, mais quand on entend quelqu'un comme Éric Zemmour, alors je crois qu'on l'évoque assez, et il est même peut-être en train d'être fabriqué par les médias, c'est des questions qui se posent par plusieurs confrères, mais est-ce que c'est pas réellement un danger quand on entend tous ces mots? C'est une question qui se pose tout de même quand on entend ces irresponsabilités, peut-être aussi un danger de fabriquer on a connu toute une époque, il y a quelques années, où certaines personnes ont réussi à générer des conflits, des moments très douloureux entre différentes communautés. Déjà, la plupart de ces propos tombent normalement sur le coup de la loi. Là aussi, il faut voir, parce qu'on parlait tout à l'heure des gens comme en prison, c'est vrai qu'il y a des gens qu'on condamne plus facilement que d'autres. Ça, c'est une vraie problématique sur effectivement le fonctionnement de notre justice, même si certains voudraient le condamner, parce que là aussi, et moi je le dis, c'est pas un danger. Le danger, en fait, ce que je veux dire aux gens, le danger, c'est nous-mêmes. Je sais, ils regardent les cahiers électoraux de voir ceux qui votent. Donc en fait, Zemmour, il parle à son électorat. Sauf que ceux qui veulent parler à l'électorat, ils se disent de toute façon c'est tous les mêmes, on va pas y aller. Et on a aussi créé cette suspicion sur l'homme politique, parce que on dit les citoyens et les politiques. Mais les politiques, c'est aussi des citoyens. Moi, je vis aussi dans ma ville. Moi aussi, je subis l'épreuve de nuisance, même si je suis élu. Moi aussi,
sujet. Quand mes enfants ils vont à l'école, ils peuvent être agressés. Quand ceci, bien sûr qu'on est sensible, mais on sait bien que la réponse, c'est pas le tout sécuritaire. La réponse, c'est l'éducation, c'est la bienveillance. Et je veux pas tomber dans le créneau des autres. Eux, ils ont une réponse en disant le tout sécuritaire, il faut plus de prisons. On va enfermer la moitié de la France. À chaque fois qu'il y en a un qui va commettre le délit, ça peut arriver, on peut tous se tromper. Le problème, c'est comment on se reconstruit. Donc, vous voyez, on n'est pas dans un débat politique de construction de la société de demain, où on est dans l'agitation de la peur, et tout le monde est responsable. Moi, je suis responsable. Il ne faut pas qu'on se dise, ouais, moi, je suis pas conseiller, donc je suis pas responsable. Quand on n'agit pas, on est responsable. Et on a tous une part de responsabilité. Moi, j'ai la mienne. Il faut qu'on comprenne ça. Que si on n'assume pas tous nos parts de responsabilité, des gens comme, vous avez dit, Zemmour et d'autres, vont proliférer. Parce qu'en face, ils n'auront pas les gens qui vont leur dire, stop, arrêtez vos conneries. Nous, on va aller mettre notre bulletin, on va voter pour ça. Après, je ne cherche pas à voter pour la personne parfaite. Je ne dis pas d'aller telle ou telle. Mais je pense que, j'amène qu'il faut que les gens, et d'autres choses, je sais qu'on se rejoint tous là-dessus, mais comprennent que là où ils votent, c'est une arme, et du coup, ça obligera les politiques à ne plus avoir des propos haineux, racistes, indignes sur leurs parents, leurs enfants, etc. Eh bien, c'est une question de dignité, c'est juste de défendre sa dignité, c'est pas d'être en phase à 100%, mais de dire, là, il y a des gens qui dépassent, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas dépasser. La haine ne peut pas être un levier d'action pour un projet politique. Merci Akli Melouli d'avoir été avec nous. Merci infiniment d'avoir pris du temps. Je sais que vous étiez aussi en réunion. Au sein de votre ville, maire adjoint à la ville de Bonneuil-sur-Marne. Asseg et Chaud, je reviens vers vous. Merci. Il nous reste encore quelques bonnes minutes pour vous écouter. Mais écoutez, je vous envie de vous faire réagir aussi sans peut-être leur faire de publicité aux uns et aux autres, mais qu'est-ce qu'il se cache derrière? Pourquoi stigmatiser les immigrés? Pourquoi stigmatiser aussi l'Algérie quand on sait que pendant la Covid aussi, il y a eu des médecins algériens qui sont venus notamment aider la France par exemple. Enfin, il y a souvent une immigration qui est la bienvenue et puis parfois non. Et puis aussi le rôle des médias, c'est un volet aussi que je voulais proposer. Certains aujourd'hui analysent, notamment sur certains candidats, les médias sont en train de les fabriquer peut-être en parlant tous les jours, en conditionnant peut-être les cerveaux des téléspectateurs et téléspectatrices. Et puis les responsabilités, bien sûr, des politiques ou pas. On évoque souvent en Algérie l'irresponsabilité, l'illégitimité de nos représentants politiques, mais à la fois, qu'en est-il aussi en France quand il y a de telles annonces? Ça sera les trois axes aussi pour Ilyes Djebali et Hakim Haddad. Et vous avez la parole. Oui, Alain Chaban, c'est dommage que M. Akli soit parti parce que j'aurais bien voulu aussi qu'il entende ce que nous avons à dire, parce que moi, en tant que franco-algérienne qui suis farouchement attachée à la démocratie et aux urnes, pour moi, un citoyen doit absolument voter pour choisir ses élus d'une manière générale. Je peux lui dire qu'à la veille de avril 2022, je ne sais toujours pas pour qui je vais voter. Il n'y en a aucun qui m'a convaincu, quelle que soit la façon qu'il a eu de nous draguer, parce que c'est de la drague, hein, c'est clair et net. Bon, c'est clair que toutes ces personnes de droite et extrême droite, bien au contraire, nous font hérisser les poils. Mais de l'autre côté, à gauche, c'est clairement de la drague, parce que toutes ces années, nous n'avons rien vu venir, que ce soit des socialistes ou autres. À chaque fois qu'ils ont été élus, ils ont mené une politique catastrophique, et je le dis, je le répète, réellement, et aujourd'hui, nous payons les conséquences. C'est bien que le Maghrébien nous donne la possibilité de débattre sur ce sujet. Pour une fois, on sort un petit peu des sentiers battus. Moi, quand je viens sur le Maghrébien, c'est pour parler de la révolution algérienne. Mais finalement, quelque part, ça se rejoint et on n'est vraiment pas loin des conséquences, justement, de pourquoi moi, qui suis issue de l'immigration, parce que j'ai grandi en France, donc mes parents ont choisi de venir vivre dans ce pays, pourquoi nous sommes issus de l'immigration et pourquoi nous payons aussi un prix fort finalement du fait d'être musulmans, du fait d'être d'origine étrangère dans ce pays qu'est la France. C'est clair, ça se rejoint et on y reviendra. Bon, on pourra peut-être parler une autre fois de la politique africaine qui a été menée par... Deuxième numéro, c'est vrai.
Oui, c'est ça. Oui, il faudra, Chaben, parce que c'est un sujet très intéressant. Mais ce que je peux dire, c'est que ce que j'entrevois aujourd'hui, c'est que je vais encore me retrouver à voter au deuxième tour pour quelqu'un que je n'aurais pas choisi, mais simplement pour combattre un autre. Donc, comme ça a été le cas, hein, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, voilà, à chaque fois on se retrouve au deuxième tour à devoir voter pour quelqu'un simplement pour ne pas avoir l'autre en face de nous. Donc, ce n'est pas réellement un choix. Et aujourd'hui, toute cette stratégie qui a été mise en place jusqu'à maintenant, c'est pour qu'on se retrouve à voter à nouveau pour Macron, réellement. Parce qu'il n'y en a aucun finalement qui va tirer son épingle du jeu. C'est eux qui sont en train de construire des Zemmour et compagnie, simplement pour qu'on se retrouve encore une fois avec Macron au deuxième tour et qu'on n'ait pas d'autre choix que de voter pour lui. Voilà réellement la stratégie qui est mise en place aujourd'hui. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que quand on revient au sujet de l'immigration, le revers de la médaille aujourd'hui, ce n'est pas l'immigration en France, mais l'immigration européenne par rapport à tous les haragas qui sont en train d'arriver en Espagne et ailleurs, en Grèce, en Italie, etc., qui est la conséquence directe de la politique africaine qui a été menée. Le fait de légitimer même la mise en place de pas mal de dictatures africaines, le fait de légitimer par exemple la dictature algérienne, tout cela va être la conséquence. L'immigration actuelle, c'est une goutte d'eau finalement dans ce qui attend l'Union européenne dans les prochains mois et les prochaines années. Parce que réellement, là, il y a un vrai problème de politique africaine. Et la France en est grandement responsable. Restez avec nous, Segechoud. Lies Djibali, peut-être aussi une réaction sur ces différents axes. Ces candidats, peut-être qui sont en train de faire de la récupération politique. C'est aussi peut-être le rôle aussi des médias, combien de temps aussi on donne cette place. Et puis aussi, Segechoud parlait peut-être aussi de cette gauche qui n'a peut-être pas été au rendez-vous, même avec l'immigration, et puis même peut-être avec l'Algérie, parce que on est là aussi pour parler de ce lien avec l'Algérie du temps de Hollande, et c'est peut-être la résultante et l'ouverture à ces candidats de droite, du centre, Emmanuel Macron, alors qu'il ne sait pas réellement trop aussi dans quelle partie il est, mais est-ce que c'est pas aussi la résultante de cette gauche qui n'a pas été au rendez-vous, même si, je le rappelle, plusieurs élus politiques de gauche ont été à l'écoute, ont été présents dans le cadre de cette révolution algérienne. Hein. Merci Chaben. Moi, je voulais revenir sur l'immigration en Allemagne et en France. L'Allemagne, c'est pas la France. La France, c'est un pays qui avait de grosses colonies comme le Royaume-Uni, comme la Grande-Bretagne. L'Allemagne, elle est responsable de deux guerres, hein, la Première et la Seconde Guerre mondiale. Elle avait une petite colonie au Cameroun avant qu'elle retombe dans la colonie française. Donc, elle n'a pas ce complexe vis-à-vis de l'immigration. La thématique, elle est abordée beaucoup plus facilement. Il y avait une extrême droite est-allemande qui était localisée à Erfurt après la réunification de l'Allemagne. Elle y est, mais elle est maîtrisée. Mais ça ne pose pas de problème, l'immigration en Allemagne. D'ailleurs, Merkel, elle a fait appel à l'immigration syrienne. 800 000 Syriens qui sont venus en Europe pour contribuer à l'économie allemande, pour redémarrer les grosses industries allemandes et pour que l'Allemagne soit la première locomotive économique en Europe. Donc, ce n'est pas la même approche. Hein. Ce n'est pas réellement la même approche. En plus, l'Allemagne, sur des thèmes de campagne, c'est rare où la thématique de l'immigration revient à table. Revenons à l'immigration. Moi, je suis franco-algérien aussi. Je suis venu en France pour préparer ma thèse. Et puis voilà, je suis resté en France. Voilà. Donc, moi, j'appelle la communauté, c'est-à-dire les franco-algériens. Excusez-moi, concrètement, pour parler de vous, justement, parce que c'est important aussi de cette France, une terre d'accueil, on ne peut pas le cacher, bien évidemment. Comment elle vous a accueilli, vous, Lies Djibali? Comment vous avez vécu toutes ces années après votre thèse? Vous êtes installé en France aujourd'hui. Moi, en fait, je dis que la France profonde, la France de façon générale, n'est pas raciste.
elle n'est pas raciste. La France, non. La France traditionnelle, la France profonde, la France des côtes, elle n'est pas raciste. Moi, je suis dans l'économie, je fais de l'audit, je suis amené à travailler avec des entités françaises, purement françaises de souche, avec des ingénieurs français, avec des économistes français, avec des commissaires aux comptes français. Je suis amené aussi à travailler. Non, la France est une France ouverte. Certes, il y a certaines fabrications, une fabrication comme Éric Zemmour qui a été fabriquée par des médias pour diviser cette France qui, qu'on le veuille ou pas, elle est accueillante, hein, il faut le dire la vérité. Moi, j'étais accueilli, je suis venu en tant que pour finir ma thèse. Je suis resté en France, je suis devenu français par réintégration, j'ai fondé une famille, donc je suis franco-algérien, mais en France, moi, peut-être, je parle de mon cas personnel, c'est vrai, peut-être je suis dans un milieu un petit peu économie ou d'études où il n'y a pas vraiment, mais je redirai que la France, elle est accueillante, mais certes, certains politiques potentiels ou une certaine fabrication des médias qui veulent un petit peu casser cette fusion, cette osmose, ces différentes communautés pour avoir responsabilité. Avant de donner la parole à Hakim Haddad, est-ce qu'on peut parler aussi là d'irresponsabilité de la part de certains hommes et femmes politiques qui sont censés demain diriger le pays, investir l'Élysée, et puis à un moment donné, que vont-ils faire de toutes ces écoles, de toutes ces rencontres sportives, de toute cette mixité qui est une richesse, et ça on le sait. Est-ce qu'il n'y a pas de l'irresponsabilité, peut-être pas pour gérer des grandes catastrophes naturelles, et quoique il y a un vrai débat sur la Covid notamment en France, mais bon, pas le débat. Est-ce qu'il n'y a pas de l'irresponsabilité ici de la part des responsables politiques en France? Chaben de me redonner la parole pour finir au moins ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure, ou en tout cas ce que je voulais finir par dire. On a le temps, Hakim Haddad, ne vous inquiétez pas. On a le temps. Mais allez-y, on a encore le temps. J'aurais le plaisir. Je voulais, mais ça a été entre autres pointé, je crois, par une ou deux personnes qui m'ont succédé. C'est donc, on parlait donc de la question de la responsabilité des politiques de manière générale, et à chaque fois nous pointons du doigt l'extrême droite qui est, je l'avais dit, dans son rôle d'attaquer l'immigration et d'attaquer les étrangers de manière générale, faisant croire que la France pouvait se construire sans cet apport-là, y compris la droite de plus en plus, et à juste titre, est montrée du doigt, mais nous pouvons également, et non pas par animosité, par esprit de vengeance ou autre de ce genre-là, mais aussi pointer du doigt le silence, au moins le silence sur ces sujets, ou en tout cas la timidité sur ces sujets de toute la composante de la gauche française. Je ne vais pas revenir longtemps sur la dernière sortie qui, de mon point de vue, n'est pas un dérapage. Il n'y a pas de dérapage de la part des candidats à la candidature ou de candidats à l'élection française. Donc, de la dernière sortie inappropriée pour le moins et pour rester poli, de M. Montebourg, qui nous sort, qui va sur les terrains de l'extrême droite. Donc, que ce soit pour certains qui, de plus à gauche, sont en train de se révéler courant derrière les thèses de l'extrême droite, mais aussi de la part d'une bonne partie de la gauche qui est très silencieuse. Parce que si la droite, si l'extrême droite sont aussi présentes dans ce débat, c'est aussi parce qu'il n'y a pas un contrepoids, comme il y a pu y avoir dans les décades précédentes, dans les années 80, dans les années 70, etc. Il n'y a pas en face une gauche qui s'assume et qui assume ses valeurs et qui affirme face à la droite et face à l'extrême droite que non, leurs idées de racisme, non, leurs idées de xénophobie, non, leurs idées d'exclusion ne passeront pas. C'est donc aussi, et moi je préfère parler en tout cas de ce qui est manquant politique, de la gauche, parce que les autres, ils sont dans leur rôle, et oui, au moins le silence assourdissant de la gauche française, à part des petites déclarations par-ci par-là de temps en temps, de la part de certains responsables de la gauche française, on n'entend pas, on ne voit pas, les positions de la gauche française sur ces questions, sur cette question de l'immigration, sur la question
qui est liée à la question de l'immigration, ça veut dire la question de l'Algérie et de rapport à l'Algérie. On entend trop rarement on entend trop rarement la question, on entend trop rarement la gauche sur ces sujets. Ouais. Si, je vous entends. Alors, juste un lien, vous gardez la parole encore quelques minutes, bien sûr. Vous avez un petit temps de retard, mais on fera un deuxième numéro, et puis les uns et les autres, vous serez aussi amenés à réagir. Bon, clairement, Valérie Pécresse a parlé de l'Algérie. Entre autres, pourquoi à chaque fois qu'on parle de cette immigration, on a l'impression que ce sont les Algériens et les Algériennes qui prennent une grande part de cette immigration en Algérie et qui est la cause Je me permets de répondre, même si ce n'était pas pour moi cette question, mais je l'avais dit dans une première partie de la première intervention, les comptes ne sont pas soldés. Sur la question, il y a toujours un nœud en France, toute partie IES confondue, sur la question de l'Algérie. Donc l'Algérie représente un nœud qui n'a pas été traité, qui n'a pas été tranché, qui n'a pas été un mal qui n'a pas été soigné. La question tant de la colonisation que de la guerre, comme ils l'appellent en France, de la guerre d'Algérie, et y compris de l'après 62, avec l'arrivée de plus de centaines de milliers de personnes venues d'Algérie, fuyant ou venant d'Algérie, n'a pas été traité et n'a pas été digéré. Donc effectivement, l'Algérie et les Algériens restent une question nodale, reste une question fondamentale dans le traitement même de la question de l'immigration de manière générale. Et ce n'est pas les semaines et les mois d'abord. Malgré les réactions des chefs d'État français, les uns et les autres, depuis Chirac, mais bien avant, dans le cadre des rencontres, notamment du côté de la Méditerranée, du côté d'Alger, on sent tout de même qu'il y a eu mon ami Chaben, qu'est-ce qu'il y a eu véritablement de choses qui ont été faites? Il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, comme vous dites souvent, c'est Tom et Jerry. Eh bien, Tom et Jerry, ils arrivent toujours à la fin par s'entendre. Voilà. Sauf que Tom et Jerry, quand on les regarde, ils nous font rire. Quand on regarde l'Élysée et le Moradia, ils nous font pas du tout rire. Voilà. Donc, il n'y a fondamentalement rien eu de fondamental, de sincère et de profond, en tout cas à la hauteur des problèmes qui ont été posés. En France, par exemple, on ne reconnaît toujours pas que la colonisation est un crime contre l'humanité. Voilà. Et ce sera un début. Ça veut dire qu'il faut, et je ne parle pas des rapports seulement avec l'Algérie, mais des rapports de ceux qui sont issus des colonies et de ceux qui sont issus de l'immigration algérienne. Oui, un jeune Français d'origine algérienne se sont concernés quand on dit ou on ne dit pas que la colonisation était un crime contre l'humanité. Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'il n'est pas algérien qu'il n'est pas concerné. Avant de vous libérer, il nous reste encore 6 petites minutes d'émission. Les élections arrivent 10 avril, 24 avril. On sait qu'il y a une diaspora importante d'Algériens, de Français d'origine algérienne, des jeunes qui votent et des plus de 18 ans en France. Est-ce qu'il y aura réellement un impact sur ces élections avec cette révolution qui n'a pas spécialement été soutenue par Emmanuel Macron, Jean-Yves Le Drian, qui était, je rappelle, le 14-15 octobre l'année dernière, avant ce référendum sur la Constitution, qui ne s'est pas du tout exprimé sur ce référendum qui a été rejeté, sur les détenus parce qu'il y en a, qui n'a pas pris part non plus. Est-ce qu'il y aura un impact sur cette diaspora qui ira voter et qui peut-être ne votera pas ou qui votera peut-être Macron? Merci de cette question. Quand on voit la mobilisation qu'il y a à République, même si elle est un peu moins en ce moment, mais qu'il y a toujours eu, et qu'on voit l'impact qu'a eu le Hirak et qui continue à avoir le Hirak dans la diaspora algérienne, qui est non seulement algérienne, mais aussi franco-algérienne dans une bonne partie. Oui, bien évidemment, sans aucune, en tout cas, j'ose l'espérer, et c'est ce que je ressens, il y aura des répercussions au fait de ceux, et pas seulement Macron, mais je vous ai dit, y compris la gauche française, qui n'a pas, ou trop peu,
ou trop timidement soutenu ce qui se passait en Algérie, ou au moins, pour ne pas dire soutenu, ou au moins qui aurait dénoncé ou qui aurait dû dénoncer, qui devrait en ce moment même dénoncer et continuer à dénoncer la répression en Algérie et tout ce que subit le peuple pacifique des Algériens. Donc oui, bien évidemment, il y aura des répercussions. Moi, j'espère que d'ici là, la diaspora et les franco-algériens et les Français d'origine, etc., obligeront les candidats, et je parle surtout de ma famille politique à gauche, pour les autres, je leur souhaite bon courage avec la droite, qu'ils arriveront et qu'on arrivera à convaincre les candidats de gauche d'être moins frileux, d'être plus courageux, tant sur la question de l'immigration et sur les questions de racisme en France, qu'également sur les questions de soutien au peuple algérien qui lutte pour la démocratie. Et prendre cette immigration justement comme un point positif, c'est pas de crainte. Il nous reste 4 petites minutes. Alors, Yael Bali, on va terminer avec vous une minute 30. Pareil, est-ce qu'il y aura un impact sur ces élections avec cette communauté, notamment franco-algérienne? Et puis, on terminera juste derrière, pareil, 1 minute 30 avec Assia Guéchou. En fait, moi, je dirais, en fait, cette gauche, je ne vais pas dire cette gauche caviar, entre guillemets, mais cette gauche, elle est défaillante sur le plan. Je ne vois pas, j'essaye de citer quelques noms, Alexis Corbière, Éric Coquerel, qui font partie quand même de la gauche française. Ils ont soutenu, ou peut-être timidement, le Hirak. Moi, personnellement, j'appelle la diaspora algérienne et puis je dis pas la diaspora parce que les Algériens de France, parce que la diaspora, la sémantique du mot, elle n'est pas propre à nous. On dit les Algériens de France, de se constituer en lobby, en puissance, son groupe et d'apporter et de voir les intérêts comme certaines communautés et insister lourdement pour voir quel est le programme authentique et réel du candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est à nous d'analyser de façon objective et de chercher nos intérêts, l'intérêt de la diaspora algérienne. La diaspora algérienne, elle est partie. On a une élite, on a même des Français d'origine algérienne dans les banlieues. Il faut qu'ils se mettent en lobby. Il est où ce lobby de la diaspora algérienne? Vous savez, tout candidat potentiel français avant les élections présidentielles, il devait passer par Alger. Maintenant, Chirac, il est passé par Alger. Macron, il est passé par Alger. François Hollande, il est passé par Alger. Maintenant, c'est à nous de voir. On a un nombre important, inquantifiable. C'est de mettre en groupe le feu les élections. Merci infiniment. Le mot de la fin avec vous avant de clôturer l'émission. Oui, Chaban, j'espère qu'il y aura d'autres émissions parce que c'est vraiment intéressant et c'est vrai que nous, en tant que franco-algériens, nous n'avons pas souvent la parole sur les médias pour pouvoir exprimer notre point de vue. Donc, c'est très intéressant. Juste une petite parenthèse par rapport à la relation franco-algérienne. C'est certain, Chaban, le divorce n'a jamais été consommé. C'est vraiment une histoire de je t'aime moi non plus entre Alger et Paris et l'Élysée. Et le contrat de divorce est revu à chaque fois. Là, dernièrement, j'entendais pas mal d'élus qui parlaient de revoir justement les accords de Vichy, qui ont été déjà revus en 68. Donc, a priori, ils veulent carrément y mettre fin. Donc, le peu de privilèges qu'avait la communauté algérienne en France, ils veulent la remettre en question. Ce que je peux dire, c'est qu'il serait totalement naïf de croire que la diaspora algérienne, aujourd'hui, pèse quoi que ce soit. Mis à part notre nombre, nous ne pesons absolument rien. Et nous sommes trop désorganisés pour pouvoir peser quelque chose. Quand j'entends des personnes dire « oui, forcément, nous avons un impact », non, c'est un impact, oui, c'est clair, sur le plan économique. Si nous décidons aujourd'hui de boycotter un produit, je vous assure que ça aura un impact énorme. Mais nous sommes incapables de le faire, nous sommes totalement désorganisés, que ce soit la communauté algérienne ou la communauté musulmane d'une manière générale. Sinon, on ne pourrait pas être victime d'islamophobie, comme c'est le cas depuis quand même très très longtemps en France, où la communauté algérienne est traitée de cette manière-là. Parce que les Algériens,
S'ils avaient un véritable poids, Macron, il ne pourrait pas parler de son ami Tebboune de cette manière-là, ou aller Alger, Le Drian, Darmanin, etc., aussi librement. Tu vois, Chaben, non, nous ne comptons pas aujourd'hui, nous comptons pour du beurre. Et le jeu de mots, chacun le comprendra, nous comptons pour du beurre. C'est à nous de faire ce travail d'organisation pour arriver à peser ici en France. Merci infiniment à Sagueshou d'avoir fait effectivement aussi preuve de réalisme pour clôturer cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, les invités ont apprécié aussi cette thématique et la direction de la chaîne a demandé, a proposé effectivement que d'ici ces 5 mois, eh bien régulièrement, on puisse proposer une thématique autour des élections présidentielle. Merci à tous, merci aux invités Elias Djebali, Aklim Elouli, Alfred Guéchoud et Hakim Haddad. Merci à l'équipe Régie d'avoir réalisé cette émission. Voilà, on a perdu le fond à l'extérieur, juste derrière, mais c'est pas très grave. Bonne soirée à tous les réseaux sociaux et je vous donne rendez-vous demain 18h30 pour un nouveau numéro de Microscoop.